Frédéric Lenoir, vous avez écrit un grand nombre d'ouvrages et j'avais envie de vous demander pourquoi vous avez choisi d'écrire maintenant sur le thème du bonheur alors qu'il y a un grand nombre de livres qui sont en train de sortir sur ce sujet actuellement. Quelle est la particularité du vôtre ? Alors ça fait à la fois très longtemps que j'ai envie de faire un livre sur le bonheur et très longtemps que je reporte ce projet. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un sujet qui, derrière son apparente banalité, est extrêmement complexe et subtil. Et la deuxième chose, c'est que c'est un sujet qui est galvaudé. Comme vous le rappelez, il y a beaucoup d'ouvrages qui donnent des recettes du bonheur. Dans le cadre du développement personnel, c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire une vraie réflexion philosophique sur le bonheur, mais une réflexion philosophique qui intègre à la fois les penseurs d'Orient et d'Occident, ce qui est beaucoup plus rare, puisqu'on a tendance à faire une histoire philosophique du bonheur. Or, je trouve que ce que nous disent le Bouddha, ce que nous disent Chuang Tzu et Lao Tzu, ce que nous disent les mystiques hindous sont tout aussi intéressants sur cette question-là. Et puis, j'avais envie d'intégrer les dernières découvertes de la science, puisque je pense que le philosophe aujourd'hui doit intégrer les enquêtes sociologiques, doit intégrer les enquêtes sur le cerveau humain et sur l'alchimie des émotions. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, notamment lié à l'action du plaisir, qui est proche du bonheur. Et donc, c'est pour ça que cet ouvrage est à travers une réflexion philosophique, c'est un raisonnement, c'est une sorte de confrontation des différents savoirs d'Orient et d'Occident et des savoirs scientifiques contemporains sur cette question extrêmement vaste et complexe du bonheur. Alors justement, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que vous définissez, vous, le terme bonheur? Est-ce que la définition que vous lui attribuez est différente entre le début du livre et la fin? Alors, je ne dirais pas qu'elle a changé depuis le début et la fin, parce que ça fait 30 ans que je réfléchis au sujet. Donc j'avais déjà une idée, évidemment, de ce qui était pour moi une définition du bonheur, mais j'avoue qu'elle s'est affinée, que en travaillant certains auteurs que j'avais moins connus, que j'avais moins travaillé, ça m'a permis d'affiner les choses. Je dirais que le bonheur, il faut le distinguer déjà du plaisir, qui est une émotion passagère, et donc, à la différence du plaisir qui est nourri par l'extérieur, le bonheur est un état, c'est un état d'être. C'est un état d'être qui aspire à être le plus stable et le plus global possible. Quand on pose la question sociologique à des gens, est-ce que vous êtes heureux? On ne leur demande pas s'ils sont heureux aujourd'hui. On leur demande est-ce que vous êtes globalement heureux dans votre vie. Autrement dit, on mesure ce qu'on appelle en science le bien-être subjectif, ce qui est le mot scientifique pour parler du bonheur, le bien-être subjectif, la satisfaction des individus. On leur demande, est-ce que vous êtes globalement et durablement satisfait de votre vie? Donc on pose une question qui concerne non pas un moment présent, mais un état global. Et c'est exactement ça la définition philosophique du bonheur, telle que les Grecs l'ont déjà définie, mais aussi les bouddhistes. C'est un état durable au-delà de la succession des moments agréables ou désagréables. Donc le bonheur se distingue du plaisir, en cela que c'est du plaisir aussi, puisque le bonheur, il y a du plaisir, il y a de la satisfaction, mais un plaisir qui dure et qui permet d'avoir un état stable, quels que soient les aléas de la vie. Donc le bonheur se construit. Le plaisir se nourrit, le bonheur se construit. Il se construit à travers une réflexion, une connaissance de soi, un travail sur soi, savoir découvrir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Donc là, c'est tout le livre qui est autour de cette réflexion, comment nourrir le bonheur, comment le construire pour parvenir à cette stabilité. Donc je donne une définition, à un moment donné dans le livre, du bonheur, mais qui est une définition philosophique, théorique. Il est bien évident que dans la vie, les choses sont extrêmement vivantes et subtiles. Je dis, c'est la conscience d'un état de satisfaction globale et durable, et je rajoute fondé sur la vérité. Parce qu'on peut avoir des bonheurs illusoires. Vous pouvez avoir une femme qui fréquente un homme et qui est très amoureuse d'un homme pendant plusieurs années, ça fait partie de son équilibre de vie et qui la rend heureuse, et elle découvre un jour que cet homme était marié et lui a menti. Tout va s'effondrer. Donc son bonheur était fondé sur une illusion ou sur un mensonge. C'est pourquoi le philosophe, parce qu'il cherche la lucidité, comme nous dit André Comte-Sponville, que je cite plusieurs fois dans ce livre, la philosophie, c'est la recherche, du moins la sagesse, c'est la recherche du maximum de plaisir dans le maximum de raison. Et donc le philosophe préfère, je dirais, une tristesse vraie qu'une fausse joie. Donc la définition du bonheur, vous voyez, c'est la conscience d'un état, avoir conscience déjà qu'on est heureux, avoir conscience qu'on a du plaisir, savourer le moment présent. C'est savourer son plaisir, de manière assez globale, de manière assez durable, sur une vérité. On a le sentiment que les intellectuels, effectivement, ne se sont pas trop attachés à cette question du bonheur. On pourrait se demander pourquoi. Et est-ce que vous pourriez nous dire, justement, quelles sont les grandes lignes dans l'histoire de la philosophie par rapport au bonheur? Qu'est-ce que les différents courants philosophiques ont dit sur ce thème du bonheur? Vous savez, la question du bonheur est méprisée par les intellectuels européens actuels pour plusieurs raisons. La première, c'est un peu les réticences que j'ai moi-même, c'est que le mot est tellement galvaudé par la publicité qui nous promet un bonheur, mais un bonheur totalement matérialiste. Être heureux, c'est avoir une grosse voiture, une belle maison, des fringues à la mode, etc. Donc ce mot est galvaudé. D'autre part,
Il y a eu toujours une certaine méfiance à vouloir définir un concept qui, encore une fois, et on va le voir, est extrêmement fluide, extrêmement complexe. Et puis, je crois que depuis le 19e siècle, il y a un double phénomène qui a un petit peu, je dirais, décrédibilisé la question du bonheur en philosophie. D'une part, il y a le pessimisme à la fois de Schopenhauer, de Nietzsche, de Freud, qui pensent que le bonheur sur Terre n'est pas vraiment accessible. Au fond, puisque le désir humain nous rend toujours insatisfaits, ces philosophes nous disent, il y aura toujours, et surtout Schopenhauer et Freud, nous disent, il y aura toujours de l'insatisfaction. Soit on obtient ce qu'on veut et on s'ennuie, donc on veut encore autre chose, soit on n'obtient pas ce qu'on veut et on est frustré. Donc l'être humain est ainsi fait qu'il peut vivre des plaisirs successifs, mais qu'il y aura toujours une insatisfaction qui le rendra malheureux. Donc il y a un pessimisme fondamental sur la capacité d'être heureux. Et puis la deuxième critique, c'est plutôt le romantisme, qui considère que être heureux, c'est une sorte de confort bourgeois, et qui vaut beaucoup mieux le tragique. Et là, on retrouve Nietzsche aussi. Hein. Il vaut beaucoup mieux le tragique, il faut vivre intensément, il faut être dans la passion, il faut être dans le spleen, dans l'angoisse. Et c'est ça la beauté de la vie. La beauté de la vie, c'est les fêlures de la vie, c'est les excès de la vie, mais ça rend malheureux. Et donc, on assume le malheur au prix de l'intensité et de la passion. Et c'est ces deux critiques qui, finalement, ont un petit peu tué l'idée moderne du bonheur, sauf que les individus continuent d'aspirer à la tranquillité, à la sérénité, à la paix de l'âme, à la paix intérieure. Et on s'aperçoit depuis une trentaine d'années que la question du bonheur revient en force dans nos sociétés. Les gens cherchent à être bien avec eux-mêmes, avec les autres. Et donc, ça crée un nouvel intérêt pour les sagesses de l'Antiquité, mais aussi pour les sagesses orientales, pour la psychologie, pour le développement personnel. Et à travers tous ces grandes disciplines, ce qu'on recherche de plus en plus aujourd'hui, c'est effectivement dans un monde extrêmement bouleversé, difficile, complexe, comment chaque individu peut essayer, à son niveau, de trouver le maximum de satisfaction dans sa vie, tout en étant aussi engagé dans la cité pour essayer d'améliorer le bonheur collectif. Et je crois qu'après une période individualiste extrêmement forte dans les années 80, il y a le souci à nouveau, chez beaucoup d'individus, de lier ce bonheur individuel avec cette quête d'une amélioration du monde. Mais alors, est-ce qu'il y a une prédisposition au bonheur? Est-ce qu'on est tous égaux devant cette question du bonheur? Je crois qu'il y a des fortes prédispositions au bonheur. Et là-dessus, les scientifiques aujourd'hui nous disent que pour environ 50%, les individus sont conditionnés à être heureux d'une manière ou d'une autre. Je dis bien conditionnés parce que ce n'est pas un déterminisme absolu. Par leur gène, par leur héritage génétique, par leur nature, leur personnalité, aussi ce qu'ils ont reçu dans la petite enfance, c'est-à-dire tout ce qui va constituer leur sensibilité à partir des premières années de vie, comme nous le montre très bien la psychanalyse. Et donc finalement, un individu peut naître avec un tempérament pessimiste et un autre avec un tempérament optimiste. Et depuis Platon, qui avait parfaitement saisi cette dualité très présente chez de nombreux individus, il vaut bien mieux être optimiste que pessimiste si on veut être heureux. Puisque l'optimiste voit toujours le verre à moitié plein, le pessimiste à moitié vide, et lorsqu'il arrive quelque chose de positif, l'optimiste en jouit, le pessimiste se dit « Ouh là là, il ne faut pas que j'en profite parce que ça ne va pas durer », et lorsqu'il arrive quelque chose de négatif, l'optimiste arrive à se dire « Mais c'est pas grave, ça ira mieux demain », et le pessimiste va s'enfoncer dans la tristesse en disant « De toute façon, il m'arrive toujours des tuiles ». Donc on voit bien qu'il y a des tempéraments qui nous conditionnent au bonheur, ce qui fait qu'il y a une grande inégalité à la base par rapport au bonheur. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot bonheur renvoie à la chance. Happiness, ça vient d'une racine qui veut dire chance. Le mot grec eudémonia, c'est avoir un bon daimon. Le daimon, c'est un bon ange gardien, on dirait aujourd'hui, d'avoir une bonne étoile, être né sous une bonne étoile. Il y a une part de chance. Et puis, on pourrait en rester là et se dire, au fond, si on est conditionné à être heureux ou malheureux, ça ne sert à rien de philosopher, et j'aurais pas écrit ce livre sur le bonheur, même si c'était peut-être intéressant de le comprendre, mais moi je crois à la sagesse. C'est-à-dire comme les anciens, comme les philosophes d'Orient et d'Occident, qui ont réfléchi à la question du bonheur, je crois qu'on peut aussi être responsable de son bonheur ou de son malheur. Et ça, c'est peut-être 50% aussi des possibilités. Et ce que disent les enquêtes sociologiques, en s'appuyant sur des milliers d'individus, on voit qu'il y a toute une part qui relève de l'individu, des choix que nous allons faire, des engagements que nous allons avoir, de la lucidité que nous allons avoir sur nous-mêmes, des pensées que nous allons développer. Si on a des pensées positives, c'est pas là du tout la même chose qui nous arrivera que si on a des pensées plutôt négatives et si on est dans de l'anxiété. Donc on voit qu'on a toute une responsabilité par rapport à nos pensées, au regard que nous portons sur le monde, à la qualité
que nous faisons dans nos expériences quotidiennes? Est-ce que nous sommes attentifs à ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes nourris par l'expérience qui nous rend heureux? Ou est-ce que nous pensons tout de suite à autre chose? Nous sabordons, je dirais, les plaisirs du quotidien pour être toujours dans une sorte de rumination anxieuse. Donc voilà, il y a toute une part qui relève de nous, ce qui fait qu'un individu qui est né peut-être, vous savez, les scientifiques aujourd'hui parlent du taux fixe du bonheur. C'est-à-dire c'est un taux qui est caractérisé par les gènes et par l'héritage de la petite enfance, ce qui fait qu'un individu, disons, va être à 5 sur 10. Et ce que nous montrent les études scientifiques, c'est que si cet individu connaît une joie extraordinaire, par exemple gagner au loto, pendant plusieurs mois, son taux de bonheur et de plénitude, de satisfaction permanente, je ne parle pas d'une émotion d'un jour, va durer pendant plusieurs mois, son taux va monter, disons, à 9 sur 10. Et au bout d'1 an, il va redescendre à 5 sur 10. Même si on a gagné au loto, on va retrouver son caractère qui fait qu'on sera anxieux, qu'on sera stressé, qu'on aura des problèmes relationnels, etc. Et donc, notre bonheur revient au même niveau. Inversement, des études ont été faites sur les grands accidentés de la route qui se sont retrouvés avec un handicap. Et on s'aperçoit que le taux de bonheur diminue très fortement pendant 2 ans. Donc si on est à 5 sur 10, on va aller à 1 sur 10. Les gens ont envie de se suicider, ils sont absolument bouleversés dans tous leurs repères. Et au bout de 2 ans, ces études nous disent qu'on revient à 5 sur 10, c'est-à-dire qu'on revient à son taux habituel et qu'on s'est réadapté. L'humain a une capacité extraordinaire de se réadapter et on revient. Ce qui nous rendait heureux avant, ça reste de la même manière. Donc la question est comment faire lever, augmenter ce taux fixe de bonheur? Comment rendre notre capacité, notre sensibilité, l'améliorer pour être plus heureux? Et c'est tout le travail de la philosophie, de la spiritualité, de la sagesse. C'est tous les choix qu'on va faire dans sa vie. Et notamment, c'est pour ça qu'il y a une question qui est très importante, c'est la question du sens qu'on donne à notre vie. Et je dis assez souvent, une manière de définir le bonheur rapidement, c'est de dire c'est un équilibre entre le plaisir et le sens. Le plaisir, Freud nous montre à juste titre que c'est la recherche fondamentale de l'être humain. Et il a tout à fait raison. C'est le principe du plaisir qui nous meut. On recherche toujours quelque chose qui nous fait plaisir. De l'enfant qui cherche un bonbon agréable au mystique qui recherche la contemplation divine. Dans les deux cas, c'est la recherche d'un plaisir. Et puis, Freud s'arrête là. Et Viktor Frankl, qui est un autre psychanalyste qui a été déporté dans les camps, lui nous dit pas du tout. Ce qui meut l'être humain, c'est la recherche de sens. L'homme, pour s'épanouir, pour être heureux, a besoin de sens, de donner une signification, une direction à sa vie, d'avoir des valeurs et d'organiser sa vie en fonction de ce sens. Et je crois que les deux ont raison. Le bonheur, c'est du plaisir avec du sens. Et c'est le sens qui permet de s'engager et qui permet de faire des choix qui nous permettent de ne pas chercher tous les plaisirs. Parce que si on cherche tous les plaisirs, les uns vont détruire les autres. Donc il faut toujours une hiérarchie dans notre vie, dans nos activités, dans nos plaisirs, dans nos activités, ce qui fait que le sens, l'engagement dans notre vie va permettre de sélectionner les plaisirs et de les hiérarchiser par la raison. Et là on rejoint la définition fondamentale d'Épicure de la philosophie. La philosophie, c'est une activité qui, par des raisonnements, permet d'être heureux. Alors, une dernière question un petit peu indiscrète, Frédéric Lenoir. Est-ce que vous-même, vous êtes heureux? Alors, je sais que je suis joyeux et de plus en plus dans la joie. Je sens que j'ai un fond de joie en moi qui ne cesse de se développer. Et je crois que la joie, c'est le rayonnement du bonheur. Donc je me dis qu'effectivement, je suis de plus en plus heureux, mais j'ai progressé par rapport à une enfance qui a été douloureuse, à des moments, jusqu'à l'âge de 30 ans, j'étais pas très heureux. J'ai une sensibilité qui est plutôt gaie et en même temps, j'ai eu des difficultés de vie, notamment dans ma petite enfance, qui fait que j'ai toujours été tourmenté. Et puis progressivement, avec le travail philosophique, avec le travail spirituel, avec la méditation, la prière, avec une certaine paix que j'ai acquis aussi par un travail psychothérapeutique, j'ai fait tout un travail sur moi. C'est pour ça que je peux dire, je peux témoigner que la sagesse est encore possible aujourd'hui. C'est une illusion de croire que c'était réservé pour les grands sages de l'Antiquité. Aujourd'hui, je ne cherche pas à atteindre un bonheur parfait, ça me paraît illusoire, mais je peux constater qu'avec un travail sur moi, une connaissance de moi, une observation et puis la recherche d'une qualité de relation avec les autres et avec le monde, je peux constater que je suis de plus en plus durablement en paix, serein, joyeux, donc je pense heureux.